Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Merci beaucoup. Monseigneur, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Préfet, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui je vais tenter en tout cas, de retracer un petit peu un descriptif de cette biodiversité antarctique et subantarctique et de décrire un petit peu quelles sont les modifications qu'elle subit actuellement sous différentes pressions. Cette carte, c'est une carte que vous avez eu l'occasion de voir à plusieurs reprises au cours de ces 2 journées, qui vous rappelle à nouveau que l'Antarctique est un continent, un vaste continent de 14 millions de kilomètres carrés, entouré par un très grand océan austral. Et cela va avoir des conséquences considérables sur la faune et la flore qui peuplent cette région. Ce continent, ceci est un diagramme que j'ai emprunté à Frédéric Rémy qui a parlé ce matin de glaciologie. Vous voyez que ce continent est recouvert à 98% de glace et surtout sur une très grande épaisseur de glace. La profondeur moyenne de cette calotte glaciaire est de l'ordre de 2000 mètres, donc c'est quelque chose de considérable. Et seulement 2% de ce continent est libre de glace et c'est sur ces 2% eh bien, que l'on va trouver en majorité la faune et la flore de ce continent. Mais si on s'intéresse à l'océan qui entoure aussi ce continent, eh bien, vous voyez qu'il y a, j'ai fait figurer sur cette diapositive 2 lignes bien marquées qu'on appelle la convergence subtropicale et le front polaire, qui sont 2 discontinuités marines fondamentales qui vont, elles aussi, jouer un rôle dans la distribution de la faune et la flore, qu'elles soient marines ou terrestres. Et vous voyez, j'ai indiqué également ici un certain nombre d'îles qui sont coincées entre ces 2 discontinuités marines et qu'on appelle les îles subantarctiques et dont on a eu l'occasion d'entendre parler tout à l'heure, notamment par Monsieur le Préfet. Alors, pourquoi ces discontinuités marines et cet océan jouent un rôle important ? Eh bien, tout d'abord parce qu'il isole complètement ces îles et le continent. Vous voyez ici, j'ai indiqué que ce qu'on appelle le passage de Drake, qui sépare l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique, s'est ouvert, en fait, il y a entre 23 et 28 millions d'années. Et c'est uniquement à partir de cette période-là que le courant circumpolaire qui circule dans ce sens autour du continent s'est mis en place et a contribué à isoler le continent. J'ai indiqué également qu'on retrouve des traces de vie importantes avec des fossiles d'arbres, par exemple, sur le continent antarctique, jusqu'à 8 ou 10 millions d'années, mais qu'après cette période-là, il y a eu la période des glaces qui se sont installées et donc la vie a été considérablement réduite. Et puis aujourd'hui, donc, on a ce front polaire là qui constitue une barrière physique réelle pour la migration de la faune marine, mais aussi sur la migration d'un certain nombre d'autres faunes ou flores vers les milieux terrestres. Et puis, point important qu'il faut rappeler, c'est que la plupart de ces îles ont une origine entièrement volcanique ou océanique, n'ont jamais eu de lien direct avec les continents et donc n'ont pas pu, on va dire, conserver une trace de la vie qu'il y avait sur le continent antarctique autrefois. 2 mots sur le climat également. Vous voyez que dans les îles subantarctiques, c'est un climat très tempéré, il ne fait jamais froid, jamais chaud. On va dire que c'est un climat breton soutenu. Très venté, très pluvieux, plus pluvieux que la Bretagne, je peux en attester. Par contre, si on va en Antarctique, alors là, on a un milieu beaucoup plus contraignant, vous voyez, avec des températures à l'intérieur du continent de l'ordre de moins 30 degrés en été jusqu'à moins 80 degrés en hiver sur la station Concordia. Sur la zone côtière ou sur la péninsule antarctique, on a des températures qui peuvent être positives pendant une certaine période de l'année, en été.
Et puis, ce qui caractérise aussi ces milieux, ce sont des milieux très très secs, c'est-à-dire que les précipitations en Antarctique, généralement, se font sous forme de neige et très très rarement sous forme de pluie, même si ces dernières années, eh bien, les phénomènes pluvieux, que ce soit en Terre Adélie ou encore sur la péninsule antarctique, on a pu le constater cette année encore, eh bien, ces phénomènes pluvieux peuvent se produire. Et donc, hier, nous avons eu une question dans la salle sur les milieux extrêmes. Qu'est-ce qu'étaient les milieux extrêmes? En fait, d'un point de vue biologique et de la vie dans ces milieux-là, on pourrait dire pratiquement qu'on a des conditions qui sont limites pour la vie sur les îles subantarctiques, alors que lorsqu'on va au cœur du continent antarctique, eh bien là, effectivement, nous sommes réellement dans des milieux extrêmes. En parlant de ce climat, on l'a dit pendant ces 2 jours, ce climat évolue. C'est une carte que vous avez vue à plusieurs reprises qui illustre effectivement que certains secteurs du continent antarctique se réchauffent très rapidement ces dernières années, et en particulier ici, vous voyez, sur la péninsule antarctique. Mais ceci est vrai également dans les îles subantarctiques. Cette figure illustre l'évolution des températures moyennes annuelles sur la base de Port-au-Français, enregistrées par Météo France depuis que la station est ouverte. Et vous voyez ici une très forte augmentation des températures moyennes annuelles depuis le milieu des années 60, qui est en gros une augmentation qui représente 1,3 degré sur ces années, et une stabilisation à un niveau élevé de ces températures. Mais ce qui est peut-être plus important encore que l'augmentation des températures pour la faune et la flore, c'est la disponibilité en eau. Et vous voyez que sur Kerguelen, ces dernières années, on a eu des phénomènes de sécheresse très très importants, de déficit en eau en été, de déficit en neige en hiver, qui ont conduit en particulier à un recul quasiment constant et permanent de l'ensemble des glaciers de Kerguelen. On a eu également une illustration ce matin, avec des phénomènes de sécheresse, je le disais, et de dépérissement de la végétation locale qui n'est pas habituée à ces phénomènes de déficit hydrique. Une autre caractéristique de ces îles et de ce continent, c'est une histoire humaine très récente, à l'opposé de ce qu'on a vu en Arctique. Vous voyez, ici sont les dates de découverte de ces différentes îles. Grosso modo, c'est la fin du XVIIIe siècle. Certaines îles ont même été découvertes encore plus récemment. Et le continent antarctique lui-même, et vous voyez, Jules Dumont d'Urville est arrivé en Terre Adélie uniquement en janvier 1840, c'est-à-dire à l'échelle, on va dire, géologique ou même de l'histoire humaine, c'est hier, c'est il y a juste quelques minutes avant aujourd'hui. Et donc, cette découverte récente s'est ensuite accompagnée par une activité relativement limitée, mais ponctuellement ou localement importante, une activité économique de chasse à l'éléphant de mer, aux otaries, qui s'est poursuivie grosso modo jusqu'au milieu du XXe siècle. Et puis ensuite, il y a eu la 3e année polaire internationale, 1957-1958, on l'a déjà dit, qui a marqué un effort de recherche très très important dans l'hémisphère sud, en Antarctique et dans les îles subantarctiques. Et là, on a eu l'ouverture, l'établissement d'un grand nombre d'observatoires permanents, de stations météorologiques, de bases permanentes de recherche, aussi bien sur le continent que sur les îles subantarctiques tout autour. Donc, si j'ai rappelé tout ça, c'est parce que cet ensemble d'éléments, on va dire géographiques, physiques, humains, conditionne considérablement la biodiversité que l'on va observer aujourd'hui. On a donc un isolement très très fort, géologique, océanographique, historique. On a des contraintes climatiques très importantes, conditions limites à extrêmes, je l'ai dit, et donc on a une faible biodiversité, c'est-à-dire un faible nombre d'espèces qui sont présentes dans ces milieux. À titre d'exemple, vous voyez, à Kerguelen, nous avons 29 espèces de plantes à fleurs, et lorsqu'on passe sur le continent, nous n'en avons plus que 2. Et lorsqu'on va encore dans des milieux encore plus contraignants en Antarctique, c'est-à-dire sur les nunataks, au milieu de la glace, là, les plantes à fleurs ont complètement disparu, et ce sont des organismes comme des mousses, des lichens qui deviennent absolument dominants, ou qui abondent aussi sur les zones littorales. Autre caractéristique de cette faune et de cette flore, c'est son adaptation à ces milieux fortement contraignants. Vous avez ici l'exemple d'une mouche, d'un insecte, qui est en fait une mouche. Vous savez, pour les entomologistes, une mouche, c'est un diptère, c'est-à-dire c'est un insecte qui a 2 ailes, 2 paires d'ailes. Alors, vous voyez ici, les ailes ont complètement disparu.
C'est une adaptation très particulière à ces contraintes climatiques, mais aussi de contraintes trophiques que rencontre, c'est-à-dire le besoin de trouver sa nourriture dans ces milieux-là, que rencontre cette mouche, qui ont fait qu'elle a évolué, qu'elle a perdu ses ailes, et qu'aujourd'hui, donc, elle constitue une espèce tout à fait particulière. Et ces espèces particulières, c'est ce qu'on appelle l'endémisme, ce sont des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Elles ont évolué ici, localement, sous l'ensemble de ces pressions de l'environnement. Et donc, on a un certain nombre d'exemples de plantes endémiques. Ici, le Lialia kerguelensis, une plante qui ne pousse qu'à Kerguelen. D'autres espèces d'insectes qui sont également endémiques de ces milieux-là. Et lorsqu'on va sur les nunataks, ici, on retrouve une faune, une flore relictuelle. Mais alors là, c'est de la microflore, ce sont des bactéries, ce sont des organismes si petits que ça, qui peuvent être des héritages de ce qu'il y avait autrefois en Antarctique. Et ce faible nombre d'espèces, cette adaptation particulière, se combine aussi par ce qu'on appelle des chaînes trophiques simplifiées. Vous savez que dans nos régions, les chaînes trophiques se résument entre la production primaire, c'est-à-dire la végétation, les herbivores qui mangent la végétation, les carnivores qui mangent les herbivores, etc. Et puis tout ça fait un cycle qui retourne finalement à la Terre ensuite. Or ici, on a une chaîne trophique qui est totalement déséquilibrée. On a bien un peu de végétation sur les zones côtières, mais très peu. Donc on a peu d'herbivores stricts. On n'a pratiquement pas de prédateurs dans ces milieux-là. Et on a une dominance des décomposeurs qui décomposent la matière organique, donc le peu de matière organique végétale qu'il y a, mais surtout la matière organique animale qui provient d'un très grand nombre d'oiseaux et de mammifères marins. Et avant de passer à la diapositive suivante, j'attire votre attention aussi là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun vertébré terrestre dans ces milieux, que ce soit dans les milieux subantarctiques ou en Antarctique même, aucun vertébré terrestre originaire de ces milieux-là. Et donc voici une vue pour illustrer ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que ces milieux, par contre, sont très très riches du point de vue de la biodiversité des oiseaux et des mammifères marins, avec ici une immense colonie de manchots royaux sur l'île aux cochons, dans l'archipel Crozet, ou encore ici des pétrels et des albatros qui sont en bordure de ces îles-là. Donc une avifaune, on va dire, très riche dans le milieu marin, mais finalement une biodiversité dans les milieux terrestres réduite. Et tout ça fait que ce sont des milieux que l'on dit simples, peu d'espèces. Les interactions entre ces espèces sont plus facilement qu'ailleurs interprétables par les scientifiques. Ces espèces sont parfaitement adaptées, mais ça veut dire aussi qu'elles sont particulièrement fragiles et sensibles à toutes les perturbations de leur environnement. Et aujourd'hui, en gros, trois pressions pèsent sur cette biodiversité. Il s'agit tout d'abord des modifications climatiques. Il s'agit également de l'introduction d'espèces étrangères, c'est-à-dire d'espèces qui viennent de régions plus tempérées. Et puis également l'accroissement de la fréquentation humaine dans ces milieux. Et je prendrai quelques exemples pour illustrer ces trois pressions. Premier exemple, c'est l'impact des changements climatiques. Et je prendrai un exemple de travaux réalisés par nos collègues du CNRS de Chizé sur les manchots royaux et leur distribution en mer pour aller chercher des nourritures. Vous voyez, l'étude parle des colonies de Crozet, ici, où les animaux descendent au sud de l'île pour aller se nourrir autour du front polaire, ce fameux front polaire dont je vous ai parlé à l'instant. Et on peut suivre donc ces animaux grâce à des petits géolocateurs, balises Argos par exemple, qui sont collés dans leur dos et qui permettent de suivre leur déplacement. Et voilà ce qu'on peut observer, c'est-à-dire que certaines années, en particulier les années particulièrement chaudes, on a des anomalies de position du front polaire qui se trouvent très très au sud des colonies. Ici, on a ici l'exemple de 1997, d'une année chaude, où les oiseaux, les manchots, avaient plus de 600 km à parcourir pour aller sur le site de nourriture et revenir à la colonie pour nourrir le poussin. Et puis, en contraste, on peut donner d'autres exemples. Ici, 1994, une année où, au contraire, le front polaire était très proche de Crozet, de l'ordre de 300 km. C'est-à-dire que ici, l'effort pour aller s'alimenter en mer et revenir à la colonie était 4 fois plus important sur une année comme celle-ci que sur une année très favorable comme celle-ci. Et ça, ça se retrouve l'année suivante.
sur la taille des colonies, sur le succès reproducteur des oiseaux. Et vous voyez qu'après cet événement particulier, eh bien, il y a eu, le mot effondrement serait peut-être très fort, mais une très très forte décroissance du nombre de couples reproducteurs dans cette fameuse colonie à Crozet. Donc ceci est un exemple de l'impact du changement climatique et de la localisation donc de ce front polaire, lieu d'alimentation des oiseaux, sur, on va dire, le succès reproducteur et la dynamique des populations de ces animaux. On a d'autres exemples. Vous voyez par exemple ici le cas du manchot empereur sur la colonie de Terre Adélie, qui effectivement au milieu des années 70 a subi une diminution très très importante, très probablement liée là encore à une succession d'années chaudes défavorables qui ont conduit à cette nouvelle situation où la colonie actuelle a énormément de mal à regagner la situation, l'état qu'elle avait dans les années 50 et 60. Et puis à l'inverse, vous voyez, on a d'autres espèces qui semblent se porter très très bien, du moins en Terre Adélie, avec une augmentation générale de la taille des populations. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'exposé de Françoise Gaille, eh bien, ceci est à relativiser. Ça se passe très bien pour les manchots adélie en Terre Adélie. En revanche, sur la péninsule antarctique, là où le réchauffement est le plus important, eh bien, on voit que les populations, au contraire, sont fragilisées. Ensuite, les espèces introduites. Deuxième pression. Je vous ai donné quelques exemples ici. Il s'agit des plantes. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de plantes introduites sur les îles subantarctiques, beaucoup moins sur la péninsule antarctique, mais il y en a quand même actuellement. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un lien direct entre l'introduction de ces espèces et la fréquentation humaine. Vous avez ici le suivi du nombre de ces plantes introduites sur les îles françaises de Kerguelen ou de Crozet. Et voyez ici les dates d'établissement des stations permanentes. Et à partir du moment où il y a une présence permanente sur ces îles, avec du fret qui arrive, du personnel qui arrive, eh bien, on a aussitôt une augmentation, une explosion du nombre de ces espèces introduites. On pourrait dire à peu près la même chose chez les insectes, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Beaucoup d'insectes introduits sur les îles subantarctiques, quelques-uns qui commencent déjà à être introduits sur la péninsule. Et puis, on a le cas des vertébrés. Je dis aucun vertébré terrestre originaire dans ces régions-là, mais des espèces introduites, alors qui ont été introduites soit volontairement, c'est le cas par exemple des saumons ou des truites à Kerguelen, également des moutons, des mouflons, également le cas du lapin qui a été introduit à la fin du XIXe siècle par les marins anglais sur ces îles-là, le chat encore. Et puis on a des espèces, des mammifères introduits accidentellement, comme le rat, la souris, et ça c'est le lot commun, on va dire, de toutes les îles qui sont fréquentées par l'homme. Je prendrai l'exemple du lapin pour illustrer un petit peu ce que je vous disais sur les chaînes alimentaires qui sont complètement modifiées dans ces régions-là. Le lapin, donc une photo tout à fait, on va dire, anachronique, de trouver un lapin au milieu d'une colonie de manchots royaux. Dans les îles de l'archipel Kerguelen où il n'y a pas de lapin, vous avez une végétation très luxuriante avec un nombre d'espèces réduit, je l'ai dit, 29 espèces maximum à Kerguelen, mais donc relativement diversifiées. Sur les îles où il y a du lapin, vous observez des paysages de ce type-là, où la majorité des espèces locales ont disparu, et on se retrouve avec des prairies quasi monospécifiques d'une plante qu'on appelle l'acéna, qui est la seule on va dire, à subsister un petit peu à la pression du lapin. Et lorsque des collègues du Muséum national d'histoire naturelle ont tenté d'éradiquer le lapin de manière expérimentale sur quelques îles de l'archipel de Kerguelen, sur 3 îles, eh bien, cette expérimentation avait pour but de voir si on pouvait observer le rétablissement de la végétation d'origine, on va dire, qu'il y avait avant l'introduction du lapin, ou en tout cas la végétation qu'on observe aujourd'hui sur les îles sans lapin. Et on est arrivé à des conclusions tout à fait étonnantes en raison du contexte du changement climatique actuel. Voilà l'allure de l'île en question où le lapin a été éradiqué au début de l'expérimentation. Et puis, je vous ai dit, les sécheresses actuelles sévissant, eh bien, cette végétation a subi, a décliné elle-même de manière très très importante, et aujourd'hui, elle a été remplacée par des espèces introduites.
et en particulier par du pissenlit, donc une espèce très très banale, introduite. Et donc on est passé d'une communauté certes déjà très fragilisée par le lapin, mais qui était constituée par une espèce locale, à des communautés qui sont plus constituées que par des espèces introduites. Et la dernière pression à laquelle je voudrais faire référence, c'est la pression humaine, avec, dans certains milieux, et en particulier en Antarctique et sur la péninsule antarctique, le développement d'une activité touristique très très importante. Voilà ici les chiffres fournis par les tours opérateurs eux-mêmes du nombre de touristes visitant l'Antarctique chaque année jusqu'en 2006-2007. Les derniers chiffres ne sont pas connus. En gros, la différence ici, c'est en bleu, c'est le nombre de touristes qui était estimé à l'avance par les tours opérateurs, et en rouge, c'est le nombre de touristes qui effectivement ont visité ces régions-là. Et voilà ce qui s'est passé en 2006-2007, c'est-à-dire qu'on a eu un pic absolument énorme qui allait bien au-delà de ce que les tours opérateurs pensaient eux-mêmes, jusqu'à plus de 37 000 touristes visitant la péninsule antarctique. À ces touristes-là, il faut rajouter les guides, il faut rajouter les équipages des navires, les équipages des bateaux, des avions. Et donc, grosso modo, c'est à peu près aujourd'hui 50 000 touristes qui visitent chaque année le continent antarctique, et en particulier la péninsule antarctique. Et ça, c'est à mettre en regard aux 5 000 chercheurs et logisticiens qui travaillent sur le continent en même temps. Donc, vous voyez, 10 fois plus de touristes. Alors, ces touristes, évidemment, ils peuvent avoir un impact sur l'environnement. Le premier auquel on pense, c'est qu'ils vont faciliter l'introduction de ces espèces étrangères qui menacent aujourd'hui la biodiversité locale. Et donc, dans le cadre de l'année polaire internationale, il y a eu un projet qui s'appelle Alliance in Antarctica, qui est dirigé par une collègue de l'Australian Antarctic Division, Dana Bergström, et auquel des équipes françaises ont participé. Et en gros, il s'agissait, à travers ce programme, d'essayer de voir sur les navires, sur les bateaux qui allaient en Antarctique ou dans les îles subantarctiques, eh bien, qu'est-ce qui était transporté réellement par les visiteurs, qu'ils soient touristes, scientifiques, logisticiens, membres d'équipage. Donc vous voyez qu'il y a eu pendant ces 2 années, il y a eu plus de 800 visiteurs qui ont été échantillonnés, un terme atroce, mais bon, qui représente bien ce que c'est pour les scientifiques. 21 bateaux ou avions ont été suivis sur plus de 55 voyages entre le continent et le continent antarctique. Vous voyez qu'un des résultats tout à fait préliminaires de cette étude, c'est que 30% des visiteurs transportaient des graines dans leur poche, dans leur sac. Et je pense que c'est à peu près le pourcentage qu'on pourrait obtenir si on faisait la même étude parmi cette assemblée aujourd'hui. Sans le savoir, nous transportons tous dans nos poches eh bien des graines que nous sommes susceptibles de redéposer plus loin. Vous voyez que ces graines ont été identifiées, elles appartiennent à plus de 250 espèces, et que ce sont surtout les sacs à dos, les sacoches d'appareils photo, les chaussures qui sont les vecteurs de ces transports. Et puis, par contre, quelque chose de tout à fait intéressant, auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est que les touristes et les équipages des navires sont finalement les moins vecteurs d'espèces, de graines introduites dans ces milieux-là. Ça peut s'expliquer assez facilement avec le recul. C'est qu'en fait, les touristes, généralement, lorsqu'ils vont là-bas, ils sont tellement contents, c'est l'expérience de leur vie. Ils s'équipent de neuf, ils arrivent avec des vêtements neufs qui ne sont pas contaminés, alors qu'à l'inverse, eh bien, les scientifiques ou les logisticiens qui travaillent dans ces milieux-là, ils y retournent chaque année. Certains vont même travailler en Arctique en juin-juillet, et puis en décembre-janvier, ils passent en Antarctique. Et donc, ils sont susceptibles, effectivement, eux, peut-être plus que les autres, de transporter des graines. Pour en terminer, je voudrais juste attirer votre attention sur un certain nombre de défis donc, qui ressortent de cette année polaire internationale et qui peuvent donner des pistes à la fois pour la continuité des recherches, mais aussi peut-être pour que eh bien, les décideurs, les responsables politiques puissent aussi prendre ces informations en considération et agir en conséquence. Le premier défi, c'est que le nombre de visiteurs en Antarctique va augmenter. C'est quelque chose d'évident. L'activité touristique est lancée.
Il est extrêmement difficile aujourd'hui de la stopper. Donc c'est un fait. Et le nombre de navires visitant l'Antarctique va aussi augmenter. Et vous voyez que les risques, c'est bien sûr des risques d'introduction d'espèces, je l'ai dit, mais avec des risques beaucoup plus dramatiques, qui sont des risques d'accidents. Jusqu'à présent, fort heureusement, ces accidents n'ont jamais fait de mort. On a eu des navires qui ont disparu, mais tous les passagers ont pu être récupérés. Mais c'est un risque qui devient de plus en plus important. Et donc, de mon point de vue, ce qui va apparaître en rouge ici, qui correspond à mon sentiment, qui peut ne pas être partagé avec tout le monde, c'est qu'il faut œuvrer réellement pour une régulation du tourisme en Antarctique. Le deuxième défi, c'est qu'on a une combinaison du changement climatique dans ces régions-là et d'une augmentation des activités humaines, et que ces deux éléments qui s'additionnent augmente naturellement le risque d'introduction et d'établissement d'espèces non indigènes, généralement originaires de régions plus tempérées. Je voudrais juste donner un exemple, c'est que la plupart des plantes et des insectes ont ce qu'on appelle un seuil de développement qui est généralement voisin de 2 degrés. Je rappelle que les températures moyennes dans les îles subantarctiques sont de l'ordre de 2 degrés. C'est-à-dire qu'il suffit d'une augmentation très faible des températures pour lever certains verrous pour l'établissement des espèces. Une augmentation de quelques dixièmes de degrés dans ces régions-là va avoir des conséquences considérables sur la biodiversité. À l'inverse, on peut penser au cœur du continent antarctique, où il fait moins 30 en été, si on a quelques dixièmes d'augmentation, ça aura probablement un effet sur la glace elle-même, sur on va dire l'environnement physique, mais certainement pas sur la biodiversité de ces régions. De même, si on va sous les tropiques, quelques dixièmes de degrés auront peu d'impact sur le fonctionnement de ces écosystèmes et sur la biodiversité. Mais là, on est dans des régions qui sont tout à fait charnières, et ce qui explique aussi leur sensibilité. Et donc, à mon avis, il est tout à fait important qu'on mette en place, qu'on soutienne le plus possible des observatoires de la biodiversité antarctique pour détecter au plus tôt la présence de nouvelles espèces. Le troisième défi, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, mais en gros, ça veut dire que ces nouvelles espèces arrivant dans le subantarctique ou dans l'Antarctique donc vont fragiliser la faune et la flore locale. Et en fait, on va arriver finalement à ce qu'a décrit Gilles Yoccoz avant moi en Arctique, c'est-à-dire un enrichissement de la biodiversité, on va dire du nombre d'espèces qu'on va observer dans ces régions-là. Mais par contre, cet enrichissement va se faire, bien sûr, au détriment de la faune et de la flore locale, mais surtout par des espèces, qu'on va dire, banales, des espèces cosmopolites qu'on trouve partout. Et donc, on va aboutir à une banalisation de cette biodiversité. La biodiversité qu'on va trouver dans les îles subantarctiques ou en Antarctique dans quelques années, eh bien, cela risque d'être exactement la même biodiversité qu'on va trouver finalement dans un square à Paris. J'exagère peut-être un petit peu, mais à peine. Et donc, là encore, le rôle des observatoires de cette biodiversité sera fondamental. Autre point, c'est que l'éradication des espèces introduites marines est impossible à réaliser. L'éradication ou le contrôle des espèces introduites en milieu terrestre est quelque chose de souvent très compliqué à faire et souvent de très coûteux. Et que, en revanche, l'élaboration de plans pour minimiser les risques d'introduction de ces espèces est souvent beaucoup moins coûteux et donc peut au moins retarder l'échéance de ces introductions. Et donc il y a, selon moi, urgence à mettre en place un certain nombre de mesures pour prévenir ces introductions et cette dégradation de la biodiversité. Ces mesures commencent déjà à être mises en place grâce à M. le préfet d'Étaphe et aux collaborations qu'on peut avoir entre l'IPEV et l'Étaphe. Donc c'est quelque chose qui est lancé, mais c'est quelque chose qu'il faut poursuivre et approfondir. Enfin, le dernier défi, et j'en arrêterai là, est plus général. C'est que, en fait, le message, et on l'a bien vu pendant ces 2 jours, sur la réalité des changements climatiques est quelque chose d'aujourd'hui acquis. Il y a eu de très gros efforts de la part de la communauté travaillant sur le climat, sur l'atmosphère, sur les glaces. Il y a eu le soutien du GIEC pour cela. Et ce message, finalement, est passé auprès du grand public, est passé auprès des décideurs. Je dirais presque que c'était facile. Bon,
je vais m'attirer des inimitiés. Non, ce que je veux dire par là, c'est que sur le climat, on a des éléments très objectifs pour décrire les choses. C'est-à-dire qu'on a des augmentations de température. Voilà quelque chose d'objectif que tout le monde peut comprendre. On a des reconstitutions climatiques avec des concentrations de gaz à effet de serre. Vous avez déjà vu cette courbe. C'est quelque chose qu'on peut expliquer très facilement, peut-être pas très facilement, mais qu'on peut expliquer. On peut démontrer le rôle de l'homme dans ces évolutions. On l'a dit en Arctique, on a des peuples qui sont là. On a des gens qui vivent tous les jours ces conséquences-là. On a, lorsque le permafrost fond, on a des conséquences. On a des infrastructures qui s'effondrent, qui se fendillent. On a des aéroports qui deviennent inutilisables. Et donc tout ça, c'est quelque chose de palpable. On a des risques, des évaluations des risques. Par exemple, vous voyez ici une élévation de 1 mètre du niveau des mers. Eh bien, voilà ce que ça peut donner comme projection. On a des modèles qui sont en place, qui fonctionnent plus ou moins bien, qui peuvent être améliorés, mais qui donnent quand même des indications. En ce qui concerne la biodiversité, le message est loin d'être passé. Et tout le travail reste encore aujourd'hui à faire. Et c'est pour ça que je conclurai là-dessus en disant qu'il est vraiment très très important, à mon sens, de poursuivre et de renforcer l'information auprès du grand public, des décideurs, des hommes politiques, sur la nécessité qu'il y a à protéger la biodiversité, à conserver cette biodiversité et à d'œuvrer non seulement pour cela, non seulement dans les régions polaires, mais à l'échelle de la planète. Je vous remercie.